Donc, je vais commencer puisque il est l'heure. Donc, voilà. Bienvenue à ce webinaire, une gestion de changement moderne au service de l'agilité dans le contexte du PIAF, donc PIAF 2024. D'abord, merci à nos sponsors, PMI France ainsi que les autres. Je vais me présenter. Mon nom est Pierre Leblanc. Je suis conférencier, formateur, coach agile. Et j'ai cofondé l'entreprise Kanban Québec il y a quelques années. Soufiane, est-ce que tu voulais intervenir? Tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon pour moi. Je suis ton facilitateur pour cette session. Je vais Parfait. mettre en mute le temps d'arriver aux questions. Excellent. Merci beaucoup, Soufiane. Alors, donc, c'est ça. Je suis dans le domaine du IT depuis, en fait, toute ma carrière, là. J'ai commencé à la fin des années 90. J'ai été membre d'équipe Agile Scrum, j'ai été Scrum Master et coach Agile depuis 2015. Depuis 2017, je me suis spécialisé un peu plus avec le Kanban et la méthode Kanban, en fait. Mais je suis très versatile dans mon approche, donc je vais toucher évidemment à des équipes Scrum, des approches parfois safe ou discipline agile. Donc, mais les contextes que j'ai eu la chance de côtoyer sont quand même très variés. Avertissement, c'est certain que je vais vous parler de la méthode Kanban. Évidemment, j'attache mes apprentissages à ce que je fais dans la vie en tant que coach. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager une approche en gestion de changement qui vient de là, qui vient de l'écosystème de la méthode Kanban. Donc, peut-être vous connaissez la méthode Kanban, David Anderson et son livre sur le Kanban. Le livre date déjà, celui qui est à l'écran date déjà de 2010, donc ça fait déjà un bout de temps que ça existe. Et c'est vrai que la méthode Kanban n'est pas encore très, très répandue dans le monde francophone. C'est un petit peu la mission que je me suis donnée là, depuis 2020, depuis mars 2020, donc avec Kanban Québec. Le Kanban en français, c'est notre mission. Donc voilà, le Kanban, c'est une approche qui est profonde et qui n'est pas juste à propos d'un tableau Kanban, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a beaucoup d'éléments qui se rattachent à cette méthode. Donc, on va parler de la méthode Kanban en tant que telle au niveau des individus, des équipes, au niveau d'un système bout en bout. Donc, ça commence avec le client, ça se termine avec le client. Se rattache à ça tout ce qui est l'évaluation de la culture organisationnelle à travers le modèle de maturité KMM. Il y a le principe du fit for purpose et il y a d'autres auteurs aussi qui ont ajouté des éléments qui viennent se greffer à cet écosystème. Donc, on peut penser au flight level de Klaus Leopold, entre autres. Allons dans le vif du sujet. On va parler aujourd'hui de gestion de changement. Donc, qu'est-ce que la gestion de changement? Pourquoi c'est nécessaire pour nous, les agilistes? Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un changement? Ben, un changement, il y a un état avant, il y a un état après. Donc, il se passe quelque chose. Donc, c'est le fait de changer, le fait de ne plus être le même. Et donc, la gestion de changement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une approche qui permet de gérer cette transition. Donc, quand on passe d'un état A à un état B, donc dans une organisation, surtout si c'est un changement important dans l'organisation, il faut savoir le gérer, ce changement. Il faut savoir exécuter les étapes pour arriver à notre objectif. Et pourquoi on en a besoin? Mais le but, c'est de mettre en œuvre les stratégies pour effectuer le changement et surtout aider les gens à s'adapter au changement. Donc, potentiellement, l'idée derrière ça, c'est d'éviter la résistance au changement. Donc, quand on parle d'humains, mais les humains ont des émotions et le changement peut provoquer des émotions qui fait que les gens pourraient se braquer et résister à ce changement organisationnel. Et donc, nous, en tant qu'agilistes, évidemment, ça nous touche parce que l'agilité, l'adoption de l'agilité, c'est en quelque sorte un changement organisationnel. Maintenant,
il y a un auteur, Peter Senge, qui dit, les gens ne résistent pas au changement, les gens résistent à être changés. Donc, il y a un élément super important ici, c'est que le changement, en fait, il y a plein de changements dans nos vies. Il y a des petits changements, il y a des grands changements. Il y a certains changements qui ne font pas mal, mais il y a certains changements qui vont nous toucher plus que d'autres parce qu'ils attaquent notre identité. Donc, lorsque le changement nous change, nous, humains, personnellement, donc quand le changement s'attaque à notre identité, c'est là que les gens vont résister. Donc, prenons quelques exemples. Des événements stressants de la vie. On a par exemple le décès de notre conjoint, d'un proche, un divorce, une séparation, une maladie grave qui peut-être nous occasionne un handicap ou d'être à l'arrêt pendant un certain temps, une grossesse, une naissance, une adoption, un licenciement ou même démarrer un nouveau travail. Donc, tout ça, c'est des changements. Mais qu'est-ce qui est commun à tous ces changements? C'est des changements, ça occasionne un changement identitaire. Donc, quand notre mari ou notre femme ou notre conjoint-conjointe décède, ben, techniquement, on devient autre chose. On devient veuve, veuf, célibataire. Si on se marie, on devient marié. Si on a un enfant, on devient maman, papa. Si on a un accident, peut-être qu'on doit vivre maintenant avec une nouvelle réalité, un handicap qui va rester avec nous pour le restant de nos jours. Donc, tout ça fait en sorte que on a une attaque à notre identité. Et c'est stressant. Les attaques identitaires sont stressantes. Et c'est la même chose au travail. Donc, quand il y a un changement organisationnel, euh, euh, ça peut être stressant si on a une attaque à notre identité parce qu'il y a de l'inconnu. Donc, tous les changements de la vie que je vous ai mentionnés apportent une grande part d'inconnu. L'avenir est incertain, on perd nos points de repère, on est inquiet, stressé, anxieux, peut-être qu'on peut se sentir démuni, on a peur. Mais c'est rare dans les organisations que les gens vont s'exprimer de cette façon lorsqu'il y a un changement organisationnel. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ces émotions. Les gens vont vivre intérieurement ce genre d'émotions lorsqu'il y a, lorsqu'il y a un changement qui attaque leur identité. Et donc, l'inconnu pourrait mener à un danger. Et donc, dans notre cerveau, euh, si on parle de cerveau reptilien, peut-être vous avez déjà entendu cette expression, on a notre instinct qui entre en ligne de compte. Et lorsqu'il y a un inconnu, où on s'en va vers l'inconnu, potentiellement, il y a un danger au bout du tunnel. Et qu'est-ce qui arrive si on tombe, par exemple, face à un prédateur? Ben, il y aura des réflexes qui vont survenir. On pourrait vouloir se défendre, on pourrait vouloir se sauver, ou on pourrait figer carrément et peut-être perdre connaissance ou du moins être incapable d'agir. Donc, face au danger, c'est le genre d'éléments qui pourraient survenir, le genre de réaction qui pourrait survenir. Maintenant, ce ne sont pas les seules réactions possibles. Vous avez déjà entendu parler sûrement de fight, flight, freeze. Donc, combattre, se défendre, s'enfuir, rester figé, je l'ai mentionné. Il pourrait y avoir d'autres options. Il y aurait peut-être faire l'éloge de, ou autrement dit, on va en quelque sorte se soumettre à la situation et en faire l'éloge. On va peut-être dans certains cas rechercher un soutien social. On va aller voir des gens. Je vais juste, si vous me permettez un petit instant, je vais juste vérifier quelque chose. Je pense que je n'ai pas la bonne présentation. Il faut juste m'assurer que tout est bon. OK, j'ai fait quelques petites erreurs ici, mais c'est pas grave. Je vais continuer. Euh, donc, je recommence avec mon partage. OK. Donc, et dans le meilleur des cas, ben, on a des gens qui vont peut-être accepter la situation, embrasser le changement et participer à ce changement et aller de l'avant. Donc, quelques réactions possibles au changement. Maintenant, allons-y avec quelques postulats avant de parler de gestion de changement. Donc, on parle d'agilité, on parle d'un changement organisationnel et on dit un changement organisationnel peut provoquer des changements structurels qui attaquent les identités des individus. Un changement identitaire peut
provoquer des réflexes de protection chez les individus. Et donc, il vaut mieux gérer un changement, surtout si ce changement peut provoquer des sentiments d'attaque à l'identité des individus. Donc, autrement dit, ce qu'on veut faire, c'est gérer le changement pour s'assurer que ça fonctionne, éviter la résistance. Et donc, il y a une des façons de gérer le changement qui nous est amenée par un monsieur John Kotter, qui a écrit ce livre Leading Change et qui propose 8 étapes pour guider, si on veut, un changement majeur. Donc, on a les 8 étapes ici que j'ai traduites en français. Donc, on a créé un sentiment d'urgence, constituer une coalition puissante, développer une vision, une stratégie claire, communiquer la vision, responsabiliser les acteurs à agir, générer des victoires à court terme, consolider les gains et renforcer la culture du changement et finalement ancrer le changement dans la culture organisationnelle. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Cette approche, elle est très connue dans le domaine par exemple, la consultation en change management, en gestion de changement. Et donc, c'est une des approches qui est très connue et populaire. Maintenant, ça peut être utilisé parfois dans les organisations qui font un virage agile. Donc, si vous ne connaissez pas ça, mais je vous donne la référence ici, Leading Change. Maintenant, parlons du virage agile. Donc, dans une organisation, si vous faites une transformation, un virage vers l'agilité, ça peut être perçu comme un changement majeur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut ne pas faire dans ces cas-là? Donc, une transformation agile, changement majeur, parfait. On part du point A, on s'en va au point B. Donc, on a un état initial, un nouvel état dans le futur. Maintenant, dans certaines organisations, on va vouloir gérer ce changement comme si c'était un projet avec des étapes, avec des jalons. Donc, il pourrait y avoir il pourrait y avoir plusieurs jalons avec des dates butoirs. Et on pourrait même le gérer de façon vraiment très gestion de projet avec des étapes à suivre, des dépendances, des échéanciers. Mais attention, est-ce que le nouvel état que l'on désire, c'est vraiment un état final? Est-ce que ce sera vraiment la fin de notre état, c'est-à-dire est-ce que ce sera terminé, notre transformation agile va être terminée à une certaine date? Pas nécessairement. Parce qu'un virage agile, ce n'est pas une transformation. En fait, on ne devrait jamais utiliser le mot transformation. Transformation signifie que ce qui existait avant n'existe plus. Et à moins de vraiment virer tout le personnel, fermer l'entreprise et redémarrer à partir de zéro, il n'y a pas ce qui existait avant ne disparaît pas subitement. Donc, ce n'est pas une transformation en tant que telle. Ce n'est pas un chantier, quelque chose de temporaire. Ce n'est pas un projet avec un début et une fin. Ce n'est pas un événement ponctuel non plus qui arrive une seule fois et on arrête. Et l'agilité ou l'adoption de l'agilité, ce n'est pas séparé du travail au quotidien. Ça devrait faire partie de notre quotidien. Donc, autant on doit livrer et faire notre travail, ce pour quoi on existe, notre virage agile ou notre agilisation doit faire partie intégrante de nos pratiques quotidiennes. C'est comme, imaginez le virage agile, c'est comme un virage santé. Si vous dites, ben, je veux devenir plus en santé, je veux atteindre un état où je suis en santé. Peut-être que vous êtes malade, peut-être que vous mangez mal, peut-être que vous voulez manger mieux, arrêter de fumer, commencer à faire de l'exercice. Et donc, c'est un peu ça le virage agile. C'est un virage santé pour l'organisation. Et donc, on pourrait mal gérer un virage agile et dire, pardon, un virage santé et dire, ah, à partir de telle date, je mange que de la salade. Et à partir de telle date, ben, je vais courir 40 km par jour. Et à partir du 31 octobre, je serai en santé. Ce n'est pas une approche linéaire, un virage santé. On pourrait aussi dire, ben, je vais le faire en parallèle. Donc, je vais continuer de faire comme avant, je vais continuer de manger comme avant, je vais continuer les mêmes genres d'activités, mais je vais ajouter en parallèle des activités, par exemple,
Je vais ajouter une salade à mon repas. Je vais prendre le même repas qu'avant, mais je vais ajouter une salade parce que c'est santé. Ou je vais continuer mes activités où je ne bouge pas beaucoup, mais je vais m'entraîner une fois par mois. Et avec un peu l'intention de dire, ben, je vais devenir en santé à force de faire ces actions-là. Mais j'ai vu, moi, personnellement, comme coach agile, ce même genre d'approche pour un virage agile, c'est-à-dire y aller avec des dates butoirs et de dire, il faut faire telle étape dans tel ordre et à telle date, on va être agile. Une autre approche de dire, on ne va pas arrêter ce qu'on fait, on va continuer exactement comme avant, mais en parallèle, on va se faire un projet et on va prendre un sous-groupe de gens et ces gens-là vont réfléchir à qu'est-ce qu'on doit faire comme adoption d'agilité pour notre travail principal. Donc là, on dédouble les efforts de réflexion chez ces individus-là. Et autrement dit, ça devient plus lourd. L'intention, les actions ne suivent pas les intentions. Et donc, un virage agile, c'est d'abord et avant tout un changement de mentalité dans la façon de gérer le travail. Ce changement-là doit être guidé, on doit guider l'évolution de nos façons de travailler afin d'obtenir des meilleurs résultats. Donc, évidemment, l'adoption de l'agilité, un virage agile, le but, c'est quoi? C'est, on veut améliorer les choses. Il y a des choses qui ne tournent pas rond, et on veut aller vers un monde meilleur où euh, ça va mieux, on a des meilleurs résultats, les clients sont satisfaits, les employés sont satisfaits, on est plus heureux, peut-être qu'on augmente les ventes, peut-être qu'on augmente la qualité des produits. Bref, on veut améliorer les résultats. OK, donc maintenant, le changement évolutif. Ma proposition pour vous, on va parler de la gestion de changement évolutif. Donc, qu'est-ce que le changement évolutif? Eh bien, le virage agile, ce n'est pas un changement linéaire. Donc, on peut penser qu'il y a une fin, qu'il y a un état cible, et à ce moment-là, on va le gérer de façon linéaire comme un projet. Mais en fait, ce n'est pas linéaire. Il faut essayer des choses, conserver ce qui fonctionne et rejeter ce qui ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment une approche très empirique. Essai, erreur, on recommence. Si ça fonctionne, on le garde. Si ça ne fonctionne pas, on le rejette. Euh, donc, le nouvel état, enfin, on est toujours en train de découvrir notre nouvel état. On n'atteindra jamais le dernier nouvel état. Il y aura toujours un nouvel état. Et celui qu'on avait imaginé originalement n'est peut-être pas celui qu'on va atteindre. Et si je reviens à l'approche de Kotter, ce qui fonctionne, une des choses qui fonctionne moins bien, c'est créer un sentiment d'urgence. Parce que si vous êtes mourant, vous êtes à l'urgence de l'hôpital, vous êtes mourant parce que vous n'êtes pas en santé, c'est trop tard pour commencer votre virage santé. C'est la même chose au niveau de l'entreprise. Si l'entreprise est en faillite, c'est trop tard pour effectuer un virage agile. Vaut mieux commencer notre virage santé tel notre virage agile quand ça va relativement bien. Donc, pas trop tard, parce que sinon, ça ne sert à rien. Et donc, il faut voir le virage agile comme une évolution. Il n'y a pas d'urgence dans l'évolution. Il faut commencer là où on est. Il n'y a pas de standard, il n'y a pas de one size fits all. On ne peut pas dire c'est exactement comme ça qu'on va appliquer l'agilité dans toutes les organisations. Ça va varier d'une organisation à l'autre. Il n'y a pas de meilleure, de bonne pratique ou de mauvaise pratique. Il y a seulement des pratiques appropriées au contexte. Le contexte va évoluer et les pratiques doivent aussi évoluer avec son contexte. Une maturité organisationnelle plus profonde va faciliter l'évolution. La maturité organisationnelle va être influencée par la maturité des leaders de l'organisation. Mais finalement, la maturité des leaders de l'organisation peut être un frein à l'évolution de la maturité organisationnelle. Autrement dit, selon les gens qui sont en place, les leaders, les décideurs, euh, la maturité en leadership de ces personnes va être notre limite. On ne pourra pas aller plus loin que leur limite à eux. Et c'est pour ça que dans beaucoup d'organisations, les virages agiles ne fonctionneront pas. Parce qu'en fait, il y a deux risques. Soit on va atteindre un plateau
et les gens vont garder cet état comme un état final. Donc, il y a une espèce de complaisance dans cet état d'agilité. Et on va cesser d'évoluer, on va cesser d'aller chercher plus d'amélioration. Ça, c'est un des risques. Donc, c'est la stagnation. On reste sur place. L'autre risque, c'est d'aller trop vite. Donc, si l'évolution est poussée et on force les choses, potentiellement, un jour, il y a un rejet de cette approche, de ces nouvelles pratiques, et on revient en arrière dans un état où on était moins agile. Et donc, ces deux étapes-là, ou ces deux, on va dire, ces deux situations où il y a un frein à l'agilité, soit par stagnation, soit par régression à cause d'un rejet, c'est souvent causé à cause de la maturité des leaders de l'organisation. Donc, il faut faire attention à ça lorsque l'on démarre un virage agile. Ce que je vais vous montrer va nous permettre de voir jusqu'où on peut aller. Et donc, le changement évolutif n'est pas linéaire et c'est possible qu'il y ait une régression à un certain moment donné en termes de performance de l'organisation. Et il faut avoir la patience de passer à travers cette étape-là avant d'atteindre un niveau de performance supérieur. Donc, le changement évolutif n'est pas linéaire. Donc, maintenant, quelques principes pour votre virage agile. Trois principes, en fait. Premièrement, commencez là où vous êtes avec ce que vous faites. Donc, ce que vous faites maintenant, les processus actuels, les pratiques, les rôles existants, les responsabilités, les titres des gens, les postes, ça a de la valeur. Et c'est notre point de départ. Donc, quand on dit transformation, non, c'est une évolution. Donc, on part de là et on le fait évoluer. On ne le change pas, on ne l'efface pas. On va évoluer à partir de notre point de départ. Deux, aller obtenir l'accord de tous de poursuivre une amélioration à travers un changement évolutif. Et donc, effectivement, donc ça prend l'accord des gens. Les gens doivent être au courant qu'il y a ce changement et doivent en quelque sorte l'accepter et être participants à ce changement-là. On ne veut pas que les gens subissent le changement. Les gens doivent participer au changement. Et encourager les actions de leadership à tous les niveaux. Et donc, ça, c'est un principe qui est influencé par le Lean, en fait, le Toyota Production System. C'est les gens qui sont proches du problème sont souvent bien placés pour trouver les solutions. Donc, on va encourager ces gens à lever la main, à parler, à suggérer des choses et à participer à tous les niveaux à ce virage. Et donc, les similitudes avec l'approche de Kotter, donc, commencez là où vous êtes. Je n'ai pas vu spécifiquement d'éléments qui se rapprochent à ça dans l'approche de Kotter. Par contre, obtenir l'accord de tous et poursuivre un changement évolutif. Donc, on peut penser au point 2, constituer une coalition puissante, et au point 6, générer des victoires à court terme. Donc, ça se rapproche avec ce principe-là. Et le troisième principe, encourager les actions de leadership à tous les niveaux. Donc, responsabiliser les acteurs à agir, ça serait le point 5 du côté de la gestion de changement selon Kotter. Maintenant, d'où me vient ce changement évolutif? Ça vient de la méthode Kanban. Ça vient, entre autres, du modèle de maturité KMM. Donc, ce KMM, Kanban Maturity Model, a été développé par David Anderson, le fondateur de la Kanban University, ainsi que sa co-autrice Theodora Bozeva, qui est basée en Espagne. Et donc, le KMM, le Kanban Maturity Model, attention, ce n'est pas à propos de l'utilisation du Kanban. C'est vraiment développé dans l'écosystème de la méthode Kanban, mais c'est un modèle de maturité organisationnelle. Donc, dans nos enseignements de coach Kanban, on va utiliser le KMM en tant que plan de match pour les virages organisationnels. Donc, quand on parle d'agilité, ça va plus loin que juste le Scrum ou le Kanban, en fait, Kanban en tant qu'approche d'équipe. Mais le Kanban en tant que tel, la méthode Kanban, en fait, c'est beaucoup plus large, comme je l'ai mentionné. Ça va à tous les niveaux de l'organisation.
Et le KMM, en fait, le livre KMM, c'est une brique de 500 pages et qui devient, pour le coach tel que nous, un plan de match. Donc, si vous cherchez une façon, vous, en tant que coach ou en tant que leader, de guider votre virage agile, le KMM vous guide là-dedans, vous aide en tant que coach. Donc, ça devient votre plan de match. Le KMM, bon, il y a le livre et il y a si vous allez sur Kanban Plus, Kanban.plus, il y a des affiches, des posters qui vous permettent de voir un paquet de sujets. Donc ici, on voit en bas à droite, on voit un petit peu là, en fait, le sujet, c'est pourquoi les gens résistent au changement et c'est là qu'on parle un petit peu du cerveau et en fait, toute la science derrière ça. On va voir ici un peu plus loin dans ma présentation la cartographie des pratiques et à quoi ça peut nous servir. Donc voilà, ça c'est le KMM. La version française n'est pas encore livrée. Donc, il y a un travail qui se fait à ce niveau-là, mais les posters existent, sont disponibles en anglais et dans d'autres langues. Le français est en cours de développement. Donc ici, vous voyez quelques autres posters. Il y a le Decision Filter, ici, les filtres décisionnels. On va en reparler un peu plus tard aussi. Maintenant, je reviens à l'approche de Kotter. J'ai rajouté ici en bas, utiliser le KMM en tant que plan de match pourrait être perçu comme le point numéro 3, développer une vision et une stratégie claire. Donc, le KMM, votre plan de match, ça vous permet de développer votre vision et votre stratégie. Maintenant, les piliers du KMM, on va parler de la culture, des pratiques et des résultats. Donc, on veut guider l'évolution de l'organisation à travers ces 3 points, ces 3 piliers. La culture, les pratiques, les résultats. Et le mantra derrière ça, c'est le suivant. Les résultats suivent les pratiques suivent la culture suit les valeurs. Alors, il faut guider l'évolution par les valeurs. Donc, on va commencer par les valeurs organisationnelles. Les valeurs organisationnelles vont nous démontrer jusqu'où on peut aller en termes d'évolution. Donc, je vous présente rapidement les 7 niveaux de maturité. J'ai conservé à gauche les noms en anglais et à droite les traductions françaises. Donc, rapidement, il y a 7 niveaux de 0 à 6. Non conscient, le niveau accès équipe, l'orientation client, adapté à la raison d'être, à l'abri des risques, leader du marché et conçu pour la survie. Donc, ça, c'est les niveaux de maturité organisationnelle. Se rattachent à ça les 7 niveaux de maturité en leadership. Donc, encore une fois, à gauche, c'est en anglais, à droite, en français. Donc, niveau 0, un leader qui renonce à sa position de leader et laisse aller les choses. Niveau 1, leader égoïste. Niveau 2, un leader tribal. Niveau 3, quelqu'un qui est motivé par la raison d'être. Niveau 4, quelqu'un qui va gérer le risque, un manager du risque. Niveau 5, un perfectionniste implacable. Et niveau 6, un pirate de la culture et un manager de l'identité. Donc, ça, c'est nos 7 niveaux en leadership. Et quand je dis on va commencer par les valeurs, sur un des posters du KMM, le poster sur les filtres décisionnels, on va aller voir justement les valeurs qui se rattachent. Donc, j'ai fait un petit peu un zoom sur cet endroit. Donc, ici, on a la maturité organisationnelle que je vous ai présentée un peu plus tôt, la maturité du leadership et les valeurs culturelles que l'on pourrait observer dans l'organisation là où on veut guider un virage agile. Donc, évidemment, à chaque niveau de maturité, à chaque niveau, on atteint une certaine profondeur et on ajoute des choses. Et donc, vous pouvez voir ici, on parle de achievement. C'est peut-être un petit peu flou, là, mais on a achievement. Ça veut dire une culture du résultat. On veut qu'il y ait des choses qui se fassent. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce sont les bonnes choses. Attention, mais ça fait partie des valeurs culturelles. Ensuite, au niveau 1, on commence à voir émerger la collaboration, les initiatives, la transparence. Par contre, on dit que le leader, il est selfish, il est un peu tourné sur lui-même. Mais c'est là, dans les organisations, on va voir des leaders qui sont très possessifs de leurs équipes. Donc, on va dire, OK, ça, c'est mon équipe. Ça, c'est mon département. Et là, il y a un peu des
des espèces de compétition interne malsaine qui s'effectuent. Au niveau 2, on a l'aspect tribal avec, là, on va encourager les actions de leadership. On va commencer à prendre conscience qu'il y a un client derrière nos actions. On va voir, on va parler du changement évolutif. On va parler de fluidité dans le travail. On va raconter nos histoires, nos bons coups, nos mauvais coups. On va commencer à réfléchir sur ce qui s'est passé avant et comment on peut améliorer les choses. On va amener, on va avoir un certain respect et une certaine compréhension de ce qui doit être fait. Donc, ces valeurs culturelles, et évidemment, je me suis limité aux 0, 1 et 2, mais évidemment, à tous les niveaux, il y a aussi d'autres valeurs culturelles qui sont observables. Et donc, ça vous permet de déterminer vous êtes où en tant qu'organisation. Maintenant, jusqu'où vous pouvez aller, mais ça va dépendre justement de votre leader ou de vos leaders dans l'organisation. Donc, si vous avez un leader, par exemple, niveau 2, tribal, ben, vous ne pourrez pas apporter, vous ne pourrez pas guider votre organisation plus loin que l'orientation client. Donc, vous allez pouvoir jouer dans les niveaux 0, 1 et 2, à moins que l'individu lui-même fasse une évolution personnelle. Mais c'est très difficile de changer les leaders. On ne peut pas les obliger à évoluer. On peut seulement les influencer, mais c'est à eux de prendre conscience et de changer leur façon de voir les choses, d'aller chercher des valeurs plus profondes et d'influencer l'organisation avec ces valeurs-là. Et maintenant, la cartographie des pratiques. C'est un autre des posters très importants du modèle de maturité KMM. Donc, pour passer d'un niveau à un autre, donc si vous partez, par exemple, du niveau 1, Team Focus, donc l'orientation équipe, et vous voulez aller vers le Customer Driven, l'orientation client, bien, comment on fait pour passer du niveau 1 au niveau 2? Mais il faut d'abord consolider les pratiques qui sont déjà en place. Et le poster, avec toute sa cartographie des pratiques, en fait, va nous donner une liste de façons de travailler en agilité avec différents types par exemple, des tableaux d'équipe, tels qu'on pourrait le voir dans une équipe Scrum, tableau bout en bout avec un flux qui commence avec le client, qui se termine avec le client. Il pourrait y avoir d'autres types de tableaux et, et en fait, le poster va couvrir les 6 pratiques qui sont offertes dans la méthode Kanban, c'est-à-dire la visualisation, limiter le travail en cours, gérer la fluidité de notre flux de travail, établir des boucles de rétroaction, rendre les politiques explicites et finalement évoluer de façon expérimentale, un peu comme on le fait avec la méthode scientifique ou l'empirisme. Et donc, l'idée, c'est sur ces 6 axes, on va voir tous les niveaux de maturité avec des pratiques de transition et de consolidation. Donc, pour passer au niveau 2, il faut tout d'abord consolider notre niveau 1 à travers les 6 axes. Et là, ça ne veut pas dire qu'il faut exactement toutes les pratiques qui sont décrites dans le poster, mais il faut atteindre ce genre de situation où on a une consolidation des acquis et ensuite, pour évoluer, on va insérer un stressor, un élément qui stresse l'environnement et qui va provoquer l'évolution. Donc, un peu comme, c'est un petit peu l'idée des évolutions, par exemple, l'évolution des espèces. Donc, les espèces ont évolué. Pourquoi? Ben, chaque animal est un peu, on pourrait dire, parfait dans son environnement, mais lorsque l'environnement change, ça occasionne un stress chez cet animal. Et l'animal pourrait soit carrément disparaître parce qu'il n'est pas capable de s'adapter à la nouvelle réalité, ou il a des capacités qui permettent de survivre dans cette nouvelle réalité et va propager ses gènes de génération en génération, et ce qui fait qu'on se retrouve avec une variété d'espèces sur la planète. Certaines espèces ont disparu, certaines espèces continuent leur vie. Et il y a des nouvelles espèces qui vont apparaître au fil du temps basées sur les changements dans l'environnement. Donc, c'est exactement ce qu'on veut faire dans l'organisation. C'est qu'on veut provoquer l'évolution à travers des petits stress. On y va un pas à la fois. Donc, on va consolider les acquis, on va vivre avec pendant un certain temps avant d'insérer des stressors, des éléments qui vont venir un petit peu perturber la situation pour provoquer l'évolution. Et on va faire ça en continu. C'est-à-dire, le but, c'est pas de s'arrêter
Le but, c'est de toujours continuer d'évoluer, mais on y va étape par étape. Et quand on parle de résistance, on va parler de contourner la résistance à travers ce modèle. Donc, il vaut mieux contourner la résistance plutôt que la confronter. Donc, il faut s'adapter. Il faut être comme l'eau. Il faut s'adapter au contexte. Donc, l'eau qui coule dans le lit d'une rivière va contourner évidemment les obstacles, les roches et tout ça. Et donc, soyez comme l'eau. Il faut s'adapter au contexte. Le contexte est super important. Et c'est pour ça qu'on va parler d'évolution. C'est pour ça qu'on va parler de démarrer là où vous êtes. Parce que chaque organisation a un contexte de départ qui est différent et a des leaders avec une maturité différente. Et donc, vous pouvez observer le contexte de départ, vous pouvez observer les valeurs véhiculées par les leaders et ainsi déterminer jusqu'où vous pouvez aller. Maintenant, il n'y a pas de garantie que vous allez être capable de vous rendre. Donc, il faut essayer des choses et conserver ce qui fonctionne, rejeter ce qui ne fonctionne pas. Donc, je reviens à l'approche de Kotter. Maintenant, on a consolidé les pratiques courantes, puis inséré des pratiques de transition ou stresseurs pour provoquer l'évolution. Ça va se rattacher aux points 7 et 8 de Kotter, consolider les gains, renforcer la culture du changement, ancrer le changement dans la culture organisationnelle. Donc, à force de faire ces pratiques, ces transitions, consolidation, transition, évidemment, on va atteindre une meilleure profondeur en maturité organisationnelle et cette culture du changement, on veut l'ancrer. Ça veut dire que vous, comme coach, vous devez inculquer aux gens graduellement l'idée de toujours faire une évolution, toujours s'améliorer en continu. C'est pour ça qu'on parle d'amélioration continue. L'idée, c'est euh, jamais croire qu'on a atteint le sommet. Il y a toujours moyen de s'améliorer et il y a toujours moyen de trouver des meilleures façons de faire. Surtout que le contexte va toujours évoluer, contexte organisationnel, la société va évoluer, les clients vont évoluer aussi. Donc, l'organisation ne peut pas s'asseoir sur une façon de faire aujourd'hui pour l'éternité. Donc, il faut conserver cet état de continuelle évolution. Et finalement, le point 4 de Kotter, communiquer la vision. Maintenant, ce point-là, je vous le laisse. Pourquoi? Le KMM, c'est votre plan de match qui vous permet de guider un virage agile. Euh, Maintenant, selon la maturité organisationnelle, si vous arrivez puis vous brandissez que vous avez ça dans votre coffre à outils, c'est possible que ça provoque un effet de rejet selon la maturité des leaders en place. Donc, vous avez le choix. Soit vous en parlez et vous dites, ben voici, moi, j'utilise le KMM comme un guide. Soit vous le gardez pour vous. C'est votre arme secrète, comme un coach sportif. Le coach sportif ne va pas dévoiler son plan de match à ses adversaires ou au public en général. Donc, le plan de match est connu par vous, le coach, dans son entièreté. C'est votre plan de match. Et vous allez communiquer les points importants au fur et à mesure que vous évoluez. Parce que vous ne savez pas où va être la finalité, où est la fin de votre évolution. Vous n'en êtes pas certain. Donc, vous pouvez évaluer la maturité organisationnelle grâce au KMM, mais en même temps, si vous arrivez et vous dites, ah, ben vous êtes une organisation niveau 1, ça peut être insultant. Donc, il faut éviter d'insulter les gens, surtout les décideurs qui vous ont embauché. Et donc, à ce moment-là, si vous observez une organisation qui est bas en niveau de maturité, et c'est correct, il n'y a pas de mal à être bas dans l'échelle de niveau de maturité. Euh, mais si vous observez ça, peut-être vaut mieux garder l'idée du modèle de maturité pour vous comme coach et éviter d'en parler. Autrement dit, ça devient votre arme secrète qui vous permet de guider l'évolution de l'organisation sans nécessairement froisser les gens. Et ensuite, ben, pour chaque type de pratique, vous allez guider les équipes. Une chose qui est vraiment importante, c'est de s'assurer que vous aidez
à l'échelle un peu tout le monde en même temps, dans le sens que si vous vous concentrez à un seul endroit de l'organisation, cette entité-là devient extrêmement mature, mais le reste de l'organisation ne suit pas, ça pourrait provoquer des problèmes plus tard. Et ça pourrait provoquer le fait que ces gens se sentent seuls, se sentent supérieurs aux autres, et donc là, ça provoque d'autres types de problèmes organisationnels. Donc, attention à ça. Donc, je vous le dis par expérience, si vous brandissez le KMM en disant c'est mon plan de match, vous pourriez avoir des gens qui ne comprennent pas et qui rejettent dès le départ cette idée et qui disent ah non, on ne veut pas s'enfermer dans un autre modèle, ou vous l'utilisez pour vous comme coach agile, secrètement, et ça devient votre arme, ça devient votre plan de match pour vous, pour guider l'évolution des équipes que vous allez côtoyer et de l'organisation que vous allez côtoyer. Donc ça serait le point 4, communiquer la vision selon Kotter. Donc, ce qui m'amène à la période de questions, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite, là. Je sais qu'on a 40 minutes de fait. Sofiane, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Nous sommes à 10 minutes. Il reste 10 minutes, donc ce serait le temps de passer aux questions. Absolument. Et j'en profite en même temps pour remercier à nouveau les sponsors juste avant les questions et je vais vous laisser avec le QR code. Donc, on a reçu une question de Sylvain qui dit qu'est-ce que nous retrouvons au final dans ce pavé qu'est le KMM? Donc, j'imagine tu veux dire, Sylvain, dans la brique, dans le, le livre KMM. Donc, en fait, il y a euh, on, on va parler, dans le cas même, on va parler de plein de principes. Enfin, on va détailler aussi les pratiques telles que j'ai mentionnées. Dans le poster des pratiques, là, peut-être je pourrais revenir dans la présentation. Euh, Oups, bon, j'ai arrêté la présentation, je vais y revenir rapidement. Donc, l'idée, c'est que chacun des posters que vous voyez, que je vous ai présentés, en fait, il y en a plus que ça, là. Il y en a euh, probablement une bonne trentaine de posters. Mais dans le livre, il y a en fait des explications sur plein d'éléments que vous voyez dans les posters. Et dans la version web là, sur KMM+, en fait, sur KMM+, vous allez avoir en fait tous les paragraphes qui sont dans le livre sont rattachés quelque part sur un clic, sur une phrase dans un des posters. Donc, si par exemple vous êtes sur je vais venir ici, les pratiques, la cartographie des pratiques. Si vous voulez savoir ici, on a le 1.5. C'est très petit, là, mais je vous le lis parce que je le connais par cœur, là. C'est visualiser les politiques de base. Donc, on parle de politique, c'est les règles internes, les règles d'affaires. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez vous retrouver sur un paragraphe qui vous explique qu'est-ce que ça veut dire. Ce paragraphe-là est dans le livre. Autrement dit, la version web, la version en ligne, elle contient tout le livre en tant que tel. Donc, on a plusieurs chapitres dans le livre. Je peux vous décortiquer un peu le détail. La partie 1, c'est les résultats et les bénéfices d'utiliser le KMM. OK? Donc, la partie 2, c'est la culture. On va parler de culture organisationnelle. Et la partie 3, on va parler des pratiques. Donc, le poster sur les pratiques. La partie 4, on va parler du changement évolutif et de la poursuite d'une agilité organisationnelle. Et après, ben, dans les annexes, il y a des études de cas. Il y a aussi, on va parler de comprendre le lead time, on va parler du cost of delay, le coût du délai, la gestion des dépendances, par exemple. On va parler aussi des intégrations avec d'autres modèles. Par exemple, le parallèle entre le KMM et le Lean, entre le KMM et le CMMI, par exemple. Donc, c'est ce qu'on peut trouver dans le livre. Donc, j'espère, Sylvain, que ça répond à la question. Donc, Sylvain relance l'autre question. J'ai du mal à percevoir le rapport avec Kanban. En fait,
c'est peut-être un des problèmes du nom, le fait qu'il y a le nom Kanban à l'intérieur. OK? Donc, personnellement, en français, j'ai traduit KMM, Kanban Maturity Model, je l'ai traduit par modèle de maturité organisationnelle KMM. Pourquoi? C'est parce que, en fait, ça n'a rien à voir avec le Kanban en tant que tel. Euh, en fait, c'est plus profond. Le Kanban est plus profond que ce qu'on peut croire. Dans beaucoup d'organisations que j'ai côtoyées, dans le monde francophone, donc autant au Canada qu'en Europe, euh, beaucoup de gens utilisent le Kanban en tant qu'un tableau et beaucoup de gens croient que le Kanban, c'est très simple, c'est un tableau, c'est beaucoup moins rigoureux que le Scrum, il n'y a pas de métrique et ainsi de suite. Peut-être que vous avez déjà entendu ça aussi. Mais c'est tout le contraire. C'est beaucoup plus profond. Le Kanban, c'est pas juste une méthode de gestion d'équipe. C'est pas juste au niveau de l'équipe. C'est à tous les niveaux de l'organisation. Le principe du Kanban, ça nous vient de Lean, de Toyota Production System. Ça vient de Toyota. Et l'idée, c'est de gérer la fluidité dans le travail. Euh, Quand on reçoit des demandes, quand on démarre des projets, mais il faut les finir, il faut les livrer. Au quotidien, ça se pratique avec la visualisation, avec les métriques, tout ça, mais à l'échelle de l'organisation, il y a de la prise de décision, il y a la gestion des dépendances, il y a la vision, la mission, les valeurs culturelles. Et donc, c'est pour ça que ça se rattache et ça ne se rattache pas. En fait, c'est le mot Kanban n'a pas lieu d'être dans le nom de la méthode. Historiquement, puisque ça s'appelle la méthode Kanban, on va utiliser le mot pour parler de l'écosystème autour de ça. Par contre, c'était peut-être une erreur de le nommer Kanban. Mais gardez en tête, Kanban, c'est juste un nom, mais l'approche, elle est beaucoup plus profonde que ça. Euh, il y a plein de choses qui se greffent à ça. Ça se mélange avec l'agilité, ça se mélange avec le lean, ça se mélange avec la gestion de projets plus conventionnelle. Et le but, ce n'est pas de faire du Scrum, du Kanban, de l'agile. Le but, c'est de satisfaire des clients, c'est de assurer une pérennité à l'entreprise et d'aller vers le futur, donc de partir là où on est, puis de conserver nos acquis et de s'améliorer en continu. Donc, mettez de côté le mot Kanban, c'est pas très grave, mais sachez que c'est beaucoup plus profond que ce que vous pouvez vous imaginer qu'est Kanban. C'est pour ça aussi que, comme je vous dis, je me spécialise dans le Kanban, dans l'enseignement du Kanban en français, parce que ces approches-là sont très connues aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, dans plein de pays. Il y a une très grande demande au Brésil, au Portugal, en Inde, mais en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, au Québec, en fait, on n'a pas beaucoup de gens qui maîtrisent le sujet. Ça commence graduellement. Ça commence, mais ma mission personnelle et de mon entreprise, c'est vraiment de propager ces connaissances-là en français. Merci Sylvain pour la question. Ben, merci à tout le monde et bonne continuité dans la conférence. À bientôt.